retour dans la tranche info sur Canal 10. Place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir, nous parlons effectivement des 50 ans des MPI. Et à cet effet, je reçois Philippe Cholette des Cafés Cholette. Bonsoir, monsieur Cholette. Bonsoir. Nous avons également monsieur Patrick Seignouret. Bonsoir, monsieur Seignouret. Bonsoir. Et nous avons Éric Labelle des Matelas Baptistides. Bonsoir, monsieur Labelle. Bonsoir. J'aurais cru que c'était monsieur Baptistide, mais bon, non, c'est monsieur Labelle finalement. Monsieur Labelle. Il faudra m'expliquer pourquoi Baptistide. Avec plaisir. Très bien. Alors, on célèbre cette année effectivement les 50 ans de l'industrie guadeloupéenne. Est-ce que vous le voyez comme une fierté déjà ? Complètement. Complètement. Produire chez nous, c'est un acte citoyen, c'est un acte courageux et dont lequel tous nos collaborateurs et nous-mêmes devons être très fiers parce que c'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. C'est, comme le disait quelqu'un de bien informé il y a quelques minutes, la Guadeloupe, c'est l'équivalent de la ville de Nice. Demandez à la ville de Nice de s'entourer d'un mur, de travailler et de vivre en autarcie. C'est pas évident. Donc c'est un combat de tous les jours. Et nous en sommes fiers. Donc, on a une industrie guadeloupéenne, elle se développe lentement, mais sûrement, on peut dire. Ou bien, tout n'est pas encore stabilisé. On est en perpétuelle progression. L'industrie guadeloupéenne, l'industrie ultramarine, si je peux m'exprimer ainsi, est en mutation depuis qu'elle a vu le jour. Depuis qu'elle a vu le jour avec les premières usines sucrières, la fabrication de rhum. Aujourd'hui, nous avons des secteurs qui vont de l'agroalimentaire à l'industrie d'ameublement, comme la chimie, comme la transformation des métaux. Nous sommes extrêmement vastes dans ce que nous faisons. Donc, demain matin, pourquoi pas faire des puces électroniques? On ne sait jamais. Parce qu'on attend certaines révolutions qui doivent être opérées ici en Guadeloupe, mais vous n'entendez pas vous cantonner au secteur que l'on maîtrise déjà, en tout cas. On essaye d'innover. L'innovation, c'est ce qui va nous sauver, mais tout en s'appuyant sur des fondamentaux qui sont solides. Alors, vous avez souligné notre caractère ilien. Ça complique un petit peu le business. On est quand même sur un marché qui est assez réduit, 380 000 têtes à peu près. Pour des industriels, c'est pas forcément des chiffres qui peuvent être intéressants sur le long terme. Comment vous faites concrètement pour vous en sortir avec si petit marché, avec autant de contraintes, c'est-à-dire fret, tout ce qui doit rentrer de toute façon, on doit voyager, donc c'est toujours des surcoûts. C'est toujours des surcoûts, c'est toujours de l'imagination, c'est toujours une gestion en permanence, c'est toujours de l'anticipation. Parce que vous parlez de fret, mais on parle aussi de délai de retard. Par exemple, le mois dernier, il y a un bateau qui est resté à quai pendant 15 jours. Donc, si vous avez attendu 7 trop juste en marchandises, en matière première, vous êtes sans rien. C'est en permanence de l'innovation et de l'imagination. Et moi, j'aime dire que si nous avions... nous, entrepreneurs industriels de la Caraïbe, on se retrouvait à être à Nice, par exemple. Là, on aurait été les rois du monde parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est phénoménale, une capacité de résilience qui est inimaginable. On prend un cyclone dans la figure, c'est pas grave, on se relève, mais on a l'habitude de faire ça, on sait faire ça. Donc, ça fait de vous des entrepreneurs solides, aguerris. Des entrepreneurs solides, aguerris, mais qui sont toujours très fragiles parce que tout le monde est persuadé, parce qu'on a une entreprise, qu'on est riche. Mais nous, on a beaucoup d'immobilisation parce qu'il faut tout avoir en double, très souvent. Toutes nos machines, parce que quand vous appelez un technicien à Nice, il est à 30 km, il vient. Nous, il prend un avion, il prend une voiture, un train, un avion. Ça fait toujours des rallongements des délais. Des rallonges de délais, des pertes. Voilà, et nous, ça nous oblige à être performants. Donc en général, nous sommes ultra performants et on n'a pas honte quand on va dans des salons à l'Hexagone de voir que nos petites entreprises, parce qu'on est quand même à l'échelle de 380 000 habitants, elles sont à la pointe des progrès, qu'elles sont performantes, qu'elles ont le bon outil informatique, qu'elles ont la bonne traçabilité, qu'elles ont tout.
Alors on parle de ce marché qui est assez étriqué. En plateau, je demandais justement à Monsieur Labelle s'il comptait s'exporter à l'avenir, s'il comptait exporter ses matelas justement sur les territoires martiniquais et guyanais. Et visiblement, vous avez votre vision là-dessus. Oui, tout à fait. Alors l'exportation vers la Martinique, vers la Guyane, nous l'avons fait à une époque. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une importation de matelas qui était très importante, beaucoup trop importante. Et en fait, on a préféré se consacrer au marché local et se battre pour gagner des parts de marché localement. Donc nous, ça a été notre stratégie. L'export, pourquoi pas? Oui, avec plaisir. Mais il faut d'abord qu'on soit plus fort chez nous. C'est un peu l'objectif? C'est vraiment s'ancrer en local, arriver à prendre... S'ancrer en local, on va dire qu'on a besoin de patriotisme. On a besoin qu'on achète local avant d'aller regarder ce qui est importé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. Nous, on emploie du monde. C'est grosso modo 4000 personnes, avec une incidence de 2,5. Donc c'est comme si c'était 10 000 personnes qu'on embauchait. Et puis c'est de l'argent qui est investi sur place et qui reste sur place et qui tourne sur place. Voilà. Donc c'est une bonne économie, une économie vertueuse en tout cas pour la Guadeloupe, oui. Mais qui ne génère pas assez. Et qui ne génère pas assez. On a du mal finalement à rentrer en concurrence avec les grandes marques. Oui, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes coûts, on n'a pas les mêmes débouchés, on n'a pas les mêmes prix de matières premières. Vous savez, moi, je suis agro-transformateur dans la partie alimentaire de l'industrie. Il nous manque bien évidemment tout ce qui est agriculture, parce qu'avec l'agriculture, on pourrait chercher une autonomie alimentaire, puis développer tous les produits derrière en transformation et relancer cette économie industrie agro-transformation. Je n'ai pas envie d'être un industriel, comme je le suis en partie aujourd'hui, qui ne fait qu'importer sa matière première et la transformer. J'aimerais bien produire sur place cette matière première et pouvoir la transformer et la revendre dans le pays de façon à ce que l'économie reste dans le pays. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'on sait qu'à terme, il nous faut produire des matières premières. On a les unités de transformation, certes, mais il nous faut effectivement sur les matières premières. On n'aura pas de métaux, on n'aura pas de choses comme ça, mais sur l'agriculture, en tout cas... Si vous me relancez sur l'agriculture, je vous dirais qu'il manque la volonté de certains de se remettre à l'agriculture réellement. Et je vais décevoir peut-être, mais peut-être d'aller chercher des produits de niche particulière qui rapportent un peu plus. On voit qu'il y a des conflits sur la banane aujourd'hui ou des conflits sur la canne à 120 € la tonne. Ça fait 5 000 € de rentabilité sur l'hectare, je crois, parce que je crois qu'ils produisent 40 tonnes à l'hectare. Excusez-moi, je peux être pour chez moi, mais si vous plantez un hectare de café, ça vous apporte plus que ça. Donc pour vous, on devrait peut-être mieux sélectionner les cultures. Et puis diversifier complètement. Vous savez, moi je reviens toujours à une notion qui a fait notre éducation à nous tous, ceux qui sont présents là, c'est le jardin créole qui permettait à nos familles, de vivre et de payer nos études. Ce jardin était complexe et permettait d'avoir beaucoup de produits à vendre. Aujourd'hui, on a peut-être... Il y avait du café dedans. On a un peu trop sectorisé, je dirais, l'agriculture. Oui, alors bon, je tempérerais un petit peu la fougue de mon voisin et ami Philippe. Bon, déjà, il ne faut pas opposer un secteur par rapport à l'autre. Il faut essayer d'unifier et on a besoin de choses structurantes. Alors effectivement, nous, en tant qu'industriels, pour tout ce qui est agro-transformation, on a besoin de matières premières. On a besoin donc d'avoir un sourcing qui soit structuré. Et c'est vrai que le jardin créole, qui est un imaginaire collectif qui est très fortement ancré chez nous, qui est très puissant, mais c'est une chose qui est extrêmement éclective et qui est une agriculture de subsistance. Derrière, si on veut par exemple faire de l'agro-transformation, on ne peut pas compter que sur du jardin créole, puisque c'est un petit peu quelque chose... comment dire, qui est spécifique et qui ne va pas rentrer sur des grandes séries. Quand on fait du développement industriel, quand on fait même de l'artisanat, on a besoin d'avoir une régularité dans le sourcing, c'est-à-dire avoir des produits qui sont calibrés, qui sont toujours les mêmes et dont on est sûr de la qualité et ainsi de suite. Mais si demain matin, il y a des fourmis manioc qui sont passées dans le jardin créole de Madame Hôtel, son usine ne peut pas tourner. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en fait
fait sur du volume et qui doivent être créées de manière structurée. C'est pour ça que l'agriculture s'est transformée en filière. Il y a des interprofessions, la canne à sucre en est une, effectivement. Voilà un bel exemple, justement, avec une matière première qui va vers derrière des transformations industrielles et qui surtout permet à d'autres personnes de travailler. Et également aux agriculteurs qui ont cette colonne vertébrale qui est la canne à sucre, de pouvoir faire des cultures vivrières à côté également et nourrir la population. Donc tout ça c'est extrêmement lié, extrêmement imbriqué. Il ne faut surtout pas opposer les uns aux autres. On a besoin des grandes cultures d'exportation, on a besoin effectivement des cultures de niche, on a besoin de tout ce qui crée une valeur ajoutée, on a surtout besoin de produire localement. Que ça soit de l'agriculture, que ça soit des produits manufacturés, et on a besoin de consommer local. C'est ça. N'est-ce pas? Mais que ce soit au niveau chimique. Vous êtes justement spécialisé dans le domaine. On a par exemple, on parle d'agriculture. On a des agriculteurs qui se plaignent depuis 2 ans de l'augmentation de tous les intrants, de tous les produits qu'ils utilisent. Techniquement, on devrait peut-être avoir des filières en local aussi pour les approvisionner et boucler la boucle. Alors, il y a des filières locales. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est produits de protection des plantes, il n'y en a pas. En fait, 150 000. Ça c'est, on est trop petit. Pour tout ce qui est produits de fertilisation, il y a ce qui se passe en amendement. Il y a des structures qui récupèrent donc des produits de tonte, des déchets organiques pour créer des amendements. Il y a nous qui fabriquons des engrais donc minéraux ou chimiques. Par contre, la problématique pour pouvoir produire de l'agriculture, il nous faut de l'azote. Il nous faut avoir des quantités, du sourcing qui soit aussi suffisant. On est en train de structurer tout ça, on est en train de travailler là-dessus, mais aujourd'hui, on est obligé, toujours dépendant, malheureusement, d'importation de matières premières. De toute façon, il n'y a pas de mine localement. Comme vous le disiez, il nous manque un certain nombre de choses. Par contre, si déjà on peut arriver à créer une valeur ajoutée supplémentaire localement, parce qu'une valeur ajoutée supplémentaire créée localement, c'est de l'emploi. Nous avons le problème du pouvoir d'achat ici, c'est avant tout un problème d'emploi. C'est que nous n'avons pas suffisamment d'emplois qui sont créés localement. Et l'industrie, c'est ce qui peut permettre de créer de l'emploi également. Mais sur certaines industries, là on a peut-être le mauvais exemple sur la canne, puisque comment se projeter sur des filières qui sont subventionnées à outrance? Par exemple, vous n'êtes pas dans ce genre de configuration, si vous ne générez pas de chiffres, ça peut être très compliqué pour vos activités respectives. Donc comment on fait pour miser pour que ça rapporte finalement quelque chose de concret? Alors j'aurais tendance à dire qu'il n'existe pas une agriculture de pays développés qui ne soit subventionnée. Les premiers qui crient à Roe sur le baudet sont les Américains en disant oui, il faut arrêter de subventionner, l'Europe subventionne son agriculture, etc. Mais les premiers à subventionner leurs farmers, le lait, la viande, etc., ce sont les Américains. Et qui ont des subventions à la marge. Ils ont un principe de maintien de la marge de l'agriculteur. Et c'est ce qui fait que leur agriculture est forte. En Europe, et particulièrement outre-mer, on essaye d'avoir des subventions pour pouvoir faire vivre l'agriculture, parce que avec des gens à l'importation qui, eux, sont subventionnés de manière insidieuse, qui arrivent à produire moins cher que ce que nous, on arrive à produire localement, on est obligé de subventionner. Donc, c'est pas un gros mot de dire qu'on a des subventions, parce que oui, si on ne peut pas produire et que les agriculteurs ne peuvent pas complètement gagner leur vie, ce qui aujourd'hui est un problème, parce qu'on arrive à un tournant où les subventions ne suffisent pas. Elles ne suffiront pas toujours. Elles ne suffiront pas toujours. Voilà, il faut augmenter le marché. Et là, il n'y a pas de seconde solution. C'est soit on se met tous à faire des enfants, et on augmente la population, ça sera compliqué. Mais moi, j'ai atteint l'âge limite. Si, il y a une autre solution, c'est de se retourner, c'est d'augmenter la population temporaire. C'est l'industrie touristique. Et là, si on arrive, je ne sais pas, imaginez que demain matin, on arrive à 5 millions de touristes en Guadeloupe. On est à 900 000. 5 millions de touristes sur 10 mois, ça vous fait 400 000 personnes de plus. C'est comme si vous doubliez la population de la Guadeloupe. Mais pour nous, ça va être des lits à mettre dans les hôtels.
Pour lui, il va falloir faire un peu plus d'agriculture pour nourrir les gens. On va faire ça. Et dans tous les milieux, on va exploser. On va relancer le BTP, on va tout relancer avec ça. Mais l'idée, c'est, on est sur une île, donc c'est pas Nice, comme je dis chaque fois, qui peut aller à côté à prendre quelque chose. Il faut trouver une solution. Et l'une des solutions, c'est peut-être faire venir d'autres personnes de passage, qui vont rester plus performants sur le tourisme. Plus performants sur le tourisme, de façon à relancer notre économie. Et c'est pour ça que l'industrie locale est un acteur économique important. J'aimerais intervenir dessus. Bien sûr, allez-y. Parce que il est important, effectivement, on parle d'augmenter la population, d'avoir peut-être plus d'enfants, de faire venir des touristes et tout. Je crois qu'il est quand même aussi important, parce qu'on n'a pas parlé des consommateurs locaux. Et déjà, avec, la population, 380 000 habitants, c'est pas une grande population, mais déjà, si elle consommait beaucoup plus local, je pense que la plupart des entreprises se porteraient mieux, auraient peut-être même moins besoin de subventions, parce que l'activité elle-même aurait nourri l'entreprise. Et je crois que là-dessus, nous devons beaucoup progresser. Je trouve, et nous trouvons d'ailleurs, nous nous battons pour ça au MPI, pour que notre population consomme. Il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, qui est dans mon domaine. Je suis allé à la Barbade. La Barbade, c'est 2 fois moins d'habitants que la Guadeloupe. Je suis allé voir mes confrères de la Barbade. Et en fait, j'ai réalisé que là-bas, c'est environ 200 salariés dans la literie. En Guadeloupe, 15. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils consomment leur matelas. Parce qu'ils ont des protections douanières qui font qu'ils consomment leurs produits. Ils ont un patriotisme très fort. Et ils ont un patriotisme derrière qui fait que, je vous dis, dans mon domaine, là-bas, ils produisent même sous licence des grandes marques. Ça veut dire qu'ils ne privent pas leur population de marques étrangères. En revanche, ils produisent tout sur place. Et imaginez que vous multipliez ça dans toutes les activités. Ça peut être, on parle de canne de banane, mais ça peut être dans les jus, ça peut être les confiseries, ça peut être des sauces, enfin toutes sortes de produits que nous produisons en Guadeloupe, si nous consommons un peu plus. Voilà. Donc la question, pourquoi ne consommons-nous pas local ? Pourquoi avons-nous tant de mal, effectivement, à faire preuve de chauvinisme alors que c'est accessible juste à côté ? On n'est pas compétitif en termes de prix, la qualité, on n'arrive pas à s'aligner sur les internationaux. Qu'est-ce qui se passe ? Question qualité, je pense qu'effectivement, comme nous avons des plus petits marchés, nous sommes condamnés à faire de la qualité. Or, la qualité, ça se paye. On est un peu dans le marché du luxe, j'ai l'impression. Quand quelque chose sort ici... On essaye de sortir des produits avec de hauts critères de qualité. On n'est pas luxueux, mais on est dans l'excellence. En fait, vous savez, lorsque vous produisez peu, vous ne pouvez pas sortir des grandes séries où on va écraser les prix. Parce qu'en industrie, il y a 2 stratégies qui s'opposent. C'est la stratégie volume-prix. Vous produisez énormément, et donc comme vous produisez énormément, vous écrasez les coûts et vous arrivez à sortir du pas cher, au détriment parfois de la qualité, ou alors vous avez des productions qui sont un peu plus confidentielles, mais qui sont de meilleure qualité. Je prendrais, on sera toujours dans l'agriculture, mais dans l'agrotransformation, par exemple, la volaille locale, par exemple, on va se retrouver avec des abattoirs de volailles localement, qui vont nous produire du poulet frais, local, qui sera mis en concurrence par la population elle-même, en fait, avec du poulet surgelé qui va arriver d'Ukraine ou d'Europe. Mais on ne boxe pas dans la même catégorie, ce ne sont pas les mêmes produits. Vous voyez la problématique. Donc en fait, il faut essayer de consommer des choses de qualité, privilégier dès lors qu'on peut se le permettre et qu'on peut arriver à faire cet effort, privilégier l'industrie locale, parce que de toute façon, l'industrie locale, ce sont des cousins, ce sont des frères, ce sont des amis qui travaillent dedans et qui font en fait vivre le tissu économique guadeloupéen.
Alors moi je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez chauvines et qui ont opté pour les matelas Batistides parce que vous êtes une référence aussi en termes de qualité. On en revient à cette finition. On voit que les artisans guadeloupéens sont très sur la finition. Qui dit finition dit surcoût, forcément dans tous les cas. Mais vous préférez donc les surcoûts plutôt que l'aspect plus compétitif. Oui, tout à fait. Alors ça a été un choix. Ça a été un choix parce qu'à l'origine, c'est une entreprise qui fabriquait essentiellement en grand volume et des produits d'entrée de gamme. Et j'avoue que je ne me retrouvais pas, moi en tant que dirigeant, dans ce produit-là. Et il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années de cela, nous avons choisi de monter en gamme et de proposer pas des produits de luxe, mais des produits de qualité. Et justement pour pouvoir se démarquer. Tout à l'heure, vous l'avez dit d'ailleurs, qu'au niveau de la production locale, dans de très nombreux domaines, nous sommes excellents, nous sommes très bons. Et on vise la qualité. Vous avez aussi parlé tout à l'heure des consommateurs. Nous avons des consommateurs qui sont difficiles. Oui. Qui sont très difficiles. Et puis surtout, ils savent où vous trouver. Parce que le produit qui vient de Chine ou d'ailleurs et qui a un défaut, bon... Ok, on va s'en contenter, on sait que c'est presque normal qu'il y ait un défaut et puis on s'arrête là. Nos produits, on sait où nous trouver. On viendra te... Et là, et ça fait mal. Donc c'est pour ça que nous, on tend vraiment vers la qualité. Pour ne pas avoir effectivement de communication négative sur vos produits, Pas de communication. Ça peut avoir une incidence dramatique sur l'avenir des sociétés. Donc vous y pensez. Oui. Mais comment jouer des coudes avec les autres marques? Est-ce que vous arrivez quand même à négocier vous n'êtes pas forcément sur des gondoles par exemple en supermarché, mais est-ce que vous arrivez à négocier de meilleures places, plus d'accès justement dans les espaces de distribution? Alors, nous, on se considère aujourd'hui, enfin nos points de vente sont des boutiques spécialisées. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer de grands noms qui font de la grande distribution. Nous, ça n'est pas notre domaine. Chez nous, quand vous venez, vous avez un conseil, vous êtes reçu personnellement. Vous n'êtes pas un numéro, un ticket, où vous allez à la caisse et vous repartez, vous passez derrière récupérer. Non, on s'occupe de vous. Il y a quelques boutiques comme ça en Guadeloupe, il n'y a pas que les nôtres. C'est justement parce qu'on tend vers la qualité, on tend vers du haut niveau. Et pour ça, on accueille correctement, on se spécialise. Et puis surtout, nous fabriquons aussi du sur-mesure, nous faisons des choses spéciales. Si vous avez fabriqué un lit, vous n'avez aucune notion des dimensions et que vous avez sorti quelque chose de tout à fait exceptionnel, nous serons ravis en tout cas de pouvoir vous fabriquer le matelas qui vous correspond. Sur le café, par exemple, c'est un peu différent. Là, on peut avoir les boutiques spécialisées. Vous pouvez atterrir en épicerie fine, mais vous êtes déjà plus en mode grande distribution. Comment se passe la compète avec les autres grandes marques? Avec les marques nationales. Oui. Parce que je considère que moi, j'ai dit les autres grandes marques. Parce que bon. Avec les nationales. On est en compétition permanente. Et on se bat pour la place en facing. Parce que quand vous avez un géant du café qui est là et qui vient avec 250 références et qui impose, on va dire, réellement sa vision, mais la petite entreprise guadeloupéenne, elle joue des coudes et elle se débrouille pour être performante. Et pour être performante, elle doit avoir une qualité, elle doit avoir un produit qui plaît, elle doit avoir la bonne communication. Alors ça nous coûte plus cher que les autres parce qu'eux, ils ont des budgets quasiment illimités. Mais on se bat et c'est un combat permanent. Moi, je suis en tournée dans mon activité. Je suis en tournée, par exemple, presque 15 jours par mois à vérifier qu'on ne m'a pas déplacé, qu'on ne m'a pas enlevé un facing dans un supermarché parce que le facing est important pour moi. Donc, mais on se bat, c'est un combat permanent. Toujours de grosses négociations. On imagine que les internationaux ont des grosses tractations et ils ont les moyens. Mais pourquoi il n'y a pas de préférence locale? Même en termes de politique, pourquoi on ne priorise pas, puisqu'on sait que vous êtes beaucoup plus fragile finalement que des grosses structures, pourquoi il n'y a pas une espèce de protectionnisme qui est mis en place pour nos productions? Il y a un combat qui maintenant, je pense, doit avoir 50 ans aussi, qui doit dater des MPI, qui est le logo MPI, qui est sur tous nos produits, qui indique que c'est un produit qui est fabriqué localement. Alors je dis bien fabriqué localement, parce que moi je sais que j'ai eu des problèmes, on m'a dit que mon café n'était pas local, mais comme je dis, le riz non plus, l'aluminium non plus. Et pourtant c'est une industrie locale. C'est un label qui fait que pour nous reconnaître, on aurait pu penser que les Guadeloupéens soient plus solidaires de leur pays et viennent acheter en priorité cela.
On n'est pas forcément les plus chers, à qualité égale, on n'est pas les plus chers. Mais c'est les goûts, les couleurs, c'est avoir la chose qui vient de l'extérieur, qui fait que vous voulez vous différencier. Mais aujourd'hui, on a besoin de cet acte de patriotisme. Aujourd'hui, nous tous, on a besoin que les Guadeloupéens s'engagent à soutenir leur industrie, tout ce qui est produit local, que ce soit industriel ou agricole, mais soutiennent ça pour pouvoir aller de l'avant et sauvegarder ça et sauvegarder les emplois. On n'a pas d'autre solution. Je pense, si je peux rajouter quelque chose à ce qu'a dit mes deux amis ici présents, je crois que notre véritable savoir-faire, c'est le sur-mesure, c'est l'adaptabilité de nos industries. C'est-à-dire que nous produisons du sur-mesure, nous produisons du juste à temps. Et c'est ce qui fait que nous sommes quand même privilégiés, parce que dans le cœur des Guadeloupéens, on est devant. Après, effectivement, il y a des masses et on est atteint par le chant des sirènes. Mais notre savoir-faire, notre proximité, notre sur-mesure, notre adaptabilité fait que nous sommes le chaînon gagnant. Et nous arrivons à conquérir des parts de marché de toute façon, et dans le cœur des Guadeloupéens, et dans le cœur de la grande distribution, pour ceux qui y sont, et dans le cœur du commerce, et dans le cœur de nos clients. Parce que, il n'y a pas à dire, nous sommes les meilleurs. Pour vous donner un exemple, pour votre compétitivité, je vais vous donner un chiffre sur Café Cholette. Je ne vais pas donner la marque nationale, mais dans la capsule vendue en grande surface, la première référence vendue en grande surface, c'est une Guadeloupéenne. Comme quoi. Voilà. Donc il faut grappiller petit à petit. Petit à petit, il faut grappiller. Et dans l'acte patriotique dont Philippe a parlé, on a parlé du consommateur, on a parlé de l'emploi. Mais on peut aussi parler de la formation. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les formations en alternance sont privilégiées. Pour que les jeunes puissent venir en alternance dans nos entreprises, il faut que l'entreprise ait de l'activité. Pour que l'entreprise ait de l'activité, il faut qu'il y ait des consommateurs. Donc, d'avoir l'acte patriotique, c'est aussi ça. C'est aussi se dire, mais demain, mon fils, il ira peut-être là, ou ma fille ira dans cette entreprise en alternance, et peut-être va y travailler après définitivement. En revanche, si on ne fait que de l'import, quelque part, cette formation-là, il faut aussi aller la faire ailleurs. Dans tous les cas. Et malheureusement, on sait aussi que les jeunes ne reviennent pas après. Ça, c'est sûr. De toute façon, l'import, c'est pas viable sur le long terme. On est dans de mauvaises proportions puisqu'on importe énormément. Alors que, vous l'avez dit, on a du mal à couvrir nos marchés locaux. J'entends souvent des pénuries d'œufs, par exemple. On n'a pas de production suffisante d'œufs, sur le poulet aussi, sur les viandes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc, ce serait le fait, effectivement, qu'on a un défaut des Guadeloupéens qui consommeraient pas suffisamment, finalement, en local. Trouver des leviers pour les attirer. Le meilleur levier, c'est le prix. C'est être compétitif. Donc, arriver peut-être à l'équilibre, produire de la qualité, mais à un prix qui soit plus abordable. Très compliqué comme équation, surtout à l'heure où on est en train de parler de modification au niveau de l'octroi de mer. Alors moi, je voudrais vous demander, en tant qu'industriel, est-ce que l'octroi de mer vous facilite ou pas? En l'état, ça vous facilite ou pas? Alors, l'octroi de mer, fatalement, nous facilite, puisque l'industrie locale est assujettie, mais n'est pas taxée à l'octroi de mer. Alors, l'octroi de mer, c'est un serpent de mer qui existe. Alors, on parle de taxe coloniale, c'est un impôt dont l'industrie locale, auquel l'industrie locale n'est pas assujettie, ou tout du moins est exonérée. Donc, déjà, lorsque on achète un produit fabriqué localement, il n'y aura pas d'octroi de mer dessus. Bon, ça c'est donc une chose. Pourquoi cette différenciation et ce différentiel? L'Union européenne, alors on ne va pas rentrer dans le débat d'octroi de mer technique, mais l'Union européenne a décidé en 1992 que ne taxer que les produits d'importation, c'était équivalent à un droit de douane. Or, il n'y a pas de droit de douane au sein du territoire de l'Union.
Donc, du coup, les produits locaux doivent être taxés également, mais il y a un article qui s'appelle l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union, qui dit que sous certains cas, dès lors qu'il y a des difficultés structurelles, on peut exonérer, on peut dispenser de paiement d'impôts certaines productions. Et c'est le cas de la production locale. Donc, moralité, nous ne sommes pas assujettis, enfin nous sommes assujettis, mais nous ne facturons pas d'octroi de mer. Pour les productions locales. Pour les productions locales. Par contre, nous faisons pour toutes les matières premières qui sont importées, les intrants, le gasoil, l'électricité. Vous savez, juste une question. Combien coûte 1 kWh d'énergie, enfin d'électricité à la Guadeloupe, là, aujourd'hui? Aucune idée. Ça a tellement fluctué. 43 centimes. 43 centimes du kilowattheure. Combien coûte 1 kWh d'énergie en France métropolitaine lorsqu'il n'y a pas de contrat sur un contrat de base? Aucune idée. 25 centimes. Ah, on est quasiment le mais nous sommes en péréquation. S'il n'y avait pas la péréquation, c'est 1,20 €, ou 1,30 € du kilowattheure, on paierait. Mais bon, ce qui veut dire qu'à industrie équivalente, lorsque on se retrouve à utiliser de l'électricité pour pouvoir manufacturer nos produits, ben on paiera un intrant, qui est l'énergie, plus cher. Donc du coup, le législateur a trouvé juste de ne pas nous taxer, de ne pas taxer nos produits en facturation à l'octroi de mer par rapport à cela. Vous voyez, donc ça c'est le principe des différentiels. Et donc, ce qui est mis dans la balance par l'Union européenne, parce que vous allez me dire, oui, mais l'octroi de mer est mis en cause par l'Union européenne, etc. Non, ce qui est mis en cause, ce qui est remis en cause tous les 10 ans par l'Union européenne, c'est justement ce principe de différentiel. Et c'est ce pourquoi nous nous battons, que ce principe de différentiel existe toujours. Que nos productions ne soient pas taxées à l'octroi de mer. Donc il n'y ait pas une suppression pure et simple. Voilà. Il va falloir bien goupiller ça. On ne peut pas le supprimer. Si vous le supprimez, vous enlevez un bon tiers des ressources des collectivités. Donc on ne peut pas le supprimer. Non, mais comme ils agitent le spectre un peu de l'éventualité de la suppression de l'octroi de mer pure et simple, ça peut inquiéter. Ils vont le faire quoi? Ils vont nous mettre à 20% de TVA au lieu de 8,5%? Ce serait pas. Non, mais. C'est pas très. Non, mais. Non, venez me dire qu'on a fait une économie, là. On va rigoler. C'est pas faux. Et est-ce que vous avez une oreille attentive des élus? Parce que tout ça se goupille, vous ne votez pas les lois dans tous les cas, vous devrez les subir quand elles seront votées. Donc est-ce que les élus ont une oreille attentive sur le développement de l'industrie guadeloupéenne? C'est pour ça qu'existe l'MPI. Voilà, entre autres. Mais non, nous avons la chance d'avoir des élus locaux qui sont très attentifs à cela, qui ont saisi l'ampleur du désastre, de ce que le gouvernement éventuellement voulait faire. Il y a vraiment un front commun, tant des socioprofessionnels que des élus, autour de cette question, parce que la problématique, on sait bien que tout le monde veut changer, que les choses changent, mais on ne peut pas changer les choses n'importe comment et d'un coup de baguette magique comme ça. Surtout, comme on aime dire, nous pas acheter des chats en sac. Ce qui fait que là, le gouvernement a lancé quelque chose, mais lui-même, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut faire? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, vous savez ce que vous voulez faire. On sait ce qu'on ne veut pas nous faire faire, surtout. Et on sait où on veut aller. On ne va pas vous contraindre en tout cas, mais vous avez votre vision donc de l'évolution et du développement de notre industrie guadeloupéenne. On va faire un petit tour de table avant de se quitter. On va commencer avec Monsieur Labelle, qui va bientôt se livrer ses matelas en Guyane, en Martinique. Et pourquoi Baptistide? Pourquoi Baptistide? Alors pourquoi Baptistide? C'est bien l'occasion d'en parler. C'est parce que c'est Monsieur Baptistide qui a créé cette société il y a près de 50 ans maintenant d'ailleurs. Et d'ailleurs je lui rends un hommage puisqu'il nous a quittés très récemment, à la fin de l'année. Et c'est lui donc qui a monté cette entreprise qui a été reprise, que j'ai reprise il y a 25 ans à peu près. Et nous avons souhaité garder le nom
parce que c'est une entreprise familiale, parce que c'est le bébé de M. Baptistide, et voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que vous n'étiez pas obligé, dans tous les cas. Nous n'étions pas obligés, et en plus, c'est une entreprise qui avait déjà aussi un nom en Guadeloupe, puisque je vous dis, bon, 50 ans quand même, aujourd'hui, 50 ans d'existence presque. Il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées sur des matelas Baptistide en Guadeloupe. Ben, on a beaucoup relancé la natalité, je pense. Mais comme j'aime souvent à dire, je participe à la démographie de la Guadeloupe. Excellent. Et Monsieur Cholette qui est un peu sur le même schéma que Monsieur Baptistide, puisqu'on a ces entreprises familiales justement qui deviennent des piliers industriels. Oui. Quoi dire pour l'avenir? Qu'on va continuer à se battre et puis qu'on va essayer de relancer une filière chez nous aussi qui est le café d'exception, parce qu'il faut le faire. Et c'est le combat des prochaines années. Maintenir là, c'est la place où à progresser si on est tous patriotes et qu'on n'achète que de la production locale avec le petit logo. Et, vous êtes en cap maintenant en plus. Comment? Vous faites les caps maintenant. Ah ouais? Je vous dis, on est même leader. La première marque vendue, c'est nous. Et donc, c'est se battre pour ça, continuer à se battre pour ça. Et puis continuer, essayer d'aller chercher. Malgré les péripéties, puisque vous avez eu quand même pas mal de soucis avec les intempéries. C'est la force de l'entrepreneur guadeloupéen, se relever. Cette puissance de résilience, c'est... regardez, après, c'est des cyclones comme Hugo, comme chose, il y a très peu d'entreprises qui ont disparu. C'est notre capacité de rebond. C'était mon tour il y a pas longtemps, c'était 2 fois dans 18 mois quand même. Mais c'est notre capacité, c'est la force de l'entreprise guadeloupéenne, ça. Et bientôt, on aura du café de montagne. J'espère. Peut-être du côté de Gourbert, on ne sait jamais. Exactement, de bien renseigner. On attend de voir ça avec impatience en tout cas. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est continuer à innover, continuer à être proche de nos clients, continuer à être proche de nos consommateurs, et puis toujours pratiquer du sur-mesure. Alors, une petite question avant de se quitter, puisque votre activité aussi a une grosse marge de développement, notamment sur les entreprises aussi. Est-ce que, bon, le Guadeloupéen est peut-être pas encore suffisamment chauvin, mais est-ce que les entreprises guadeloupéennes consomment beaucoup local ? Dans ce qui est la part de notre activité en B2B, business to business, oui, l'entreprise locale a tendance à faciliter le business avec le local. Très bien. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus ce soir nous parler donc des 50 ans des MPI, donc de cette industrie guadeloupéenne qui se conforte d'année en année. Moi, je le dis, on est peut-être un petit territoire, mais on aspire à des choses grandioses, je le dis. Et en import, parce que j'ai beaucoup taquiné Monsieur Labelle sur l'export, mais c'est vrai que je pense qu'on peut inonder le marché de nos produits qui sont de qualité exceptionnelle. Oui. On ne se rend pas souvent compte, mais il suffit de voyager un petit peu pour se rendre compte que ce qu'on produit en local, c'est pas du luxe, je ne dirais pas forcément du luxe comme vous le dites, mais en tout cas, c'est de la haute qualité dans tous les domaines. Et je mâche mes mots quand je dis ça. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Merci.